Alors on a vu dans une précédente vidéo que le rayonnement électronique qu'on voyait dans la chambre à brouillard, qui était émis donc de façon plus ou moins indirecte par le rayonnement naturel, pouvait prendre des énergies de 0 jusqu'à 2 MeV pour les électrons et également pour les positons. La question était de savoir si on était capable d'utiliser un champ magnétique pour dévier ces particules, pour infléchir un peu leur trajectoire et pouvoir les discriminer par rapport à par exemple, des muons qui, même s'ils sont de faible énergie, présentent des traces rectilignes, hein, parce que leur masse est 200 fois plus élevée que celle des électrons. Et donc l'objectif là c'était de faire quelques expériences avec des champs magnétiques. Donc pour cela j'ai apporté un aimant permanent, donc en néodyme fer-bore. Alors il faut savoir que ces aimants sont extrêmement puissants et donc très dangereux. Sur la machine, c'est ça qui me fait vraiment redouter le plus, c'est le risque magnétique, c'est à savoir le fait de pouvoir se pincer ou de ne pas faire attention, de placer son téléphone portable à proximité ou quelque chose de métallique et ça va directement être attiré même à distance. Là vous voyez pas sur la table, mais là j'ai un tout petit aimant et il subit déjà l'influence du champ là. Il se met à bouger. Donc voilà. Donc il faut être vigilant surtout sur une table de travail et d'autant plus si on travaille avec des aimants de forte densité énergétique. Donc donc là, pour caractériser cet aimant, et j'ai apporté donc un magnétomètre. Un magnétomètre avec une sonde à effet Hall qui va nous permettre de mesurer l'intensité du flux magnétique de cet aimant et le comparer avec d'autres types d'aimants, comme les aimants qu'on connaît ferrites. Voilà, les aimants ferrites qu'on collait sur les frigos. Ou encore des tout petits aimants en néodyme fer-bore qui commencent à les remplacer parce qu'ils sont beaucoup plus petits et ils ont tout à fait la même force d'adhérence. Donc on va pouvoir essayer de comparer tout ça. Donc là on a un aimant permanent qui fait à peu près 1,5 kg, avec une force de magnétisation N45. Mais donc il fait voilà, 110 par 90 et environ 19,5 mm de hauteur. Donc on a ces caractéristiques qui sont indiquées sur l'écran de l'ordinateur. On peut regarder quelques données qui peuvent nous intéresser. Et notamment ce qui est pertinent, c'est la rémanence BR, c'est l'aimantation résiduelle qui va rester sur l'aimant après excitation en usine. En gros, son intensité magnétique. Donc on voit une valeur de 1,32 voire 1,37 Tesla. Et donc on doit penser que ce serait la valeur que je vais pouvoir mesurer à la surface de cet aimant. Donc on va pouvoir vérifier cette hypothèse avec un SJ200, c'est un Teslamètre. Donc voilà le Teslamètre. Donc on a un boîtier électronique et avec une sonde à effet Hall en extrémité. Donc ça se présente comme ceci. Et il y a un petit semi-conducteur en extrémité de la tige. Alors comment ça fonctionne l'effet Hall, on peut regarder le mode d'emploi de l'appareil qui est plutôt bien fait. On a donc notre semi-conducteur, bon, ça peut être de l'arsénure d'indium par exemple, c'est avec des métaux assez rares. Notre semi-conducteur qui est parcouru par un courant électrique dans un sens. Et lorsque il y a un champ magnétique transversal qui va s'opérer, donc le champ magnétique de l'aimant qu'on va détecter, il va en fait avoir une différence de potentiel qui va se créer aux bornes du semi-conducteur. Donc en fait, un courant, enfin dire un potentiel Hall qui va être directement proportionnel à l'intensité du champ magnétique. Et donc on va tout simplement pouvoir mesurer les lignes de flux, l'intensité de ces lignes de flux en fonction du déplacement de la sonde au-dessus de l'aimant. Donc je vais allumer le SJ200. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'étalonner l'appareil, c'est-à-dire que là on peut considérer qu'on est dans une zone
où il n'y a pas d'influence magnétique, parce qu'on est suffisamment éloigné, donc on indique bien 0. C'est comme le fait de tarer une balance hein, avant de peser quelque chose. Donc on va pouvoir mesurer l'intensité du champ. Donc là, on se rend compte que la sonde commence à être, voilà, à être influée par les lignes de champ. Donc il faut toujours que la sonde soit perpendiculaire par rapport à la direction des lignes de champ. Donc je vais rapprocher ma sonde petit à petit de l'aimant. Donc là, ce sont des valeurs, c'est en millitesla. Millitesla. Et dès que je me rapproche de l'aimant, donc je suis au niveau de la surface, là, je suis au contact surface, j'ai quasiment 350 millitesla. Donc si je me rapproche vers le centre, on voit que cette valeur, en fait, elle ne fait que diminuer. Donc là, je suis quasiment au centre géométrique, hein, là où se trouve ma sonde. Et si je me rapproche encore de l'autre surface, je vais avoir mon champ, mais ma densité de lignes de flux qui va augmenter. Bon, déjà, il y a une première constatation, c'est qu'on est très très loin de nos 1300 millitesla de rémanence qu'on espérait détecter au niveau du champ de l'aimant. Mais c'est pas important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces valeurs de champ vont pouvoir se maintenir à une distance suffisamment notable. Donc par exemple, si je me mets à 2 cm à peu près de hauteur de l'aimant, je vois que j'ai encore 150 millitesla utilisables. Donc la question est de savoir est-ce que ces valeurs de champ sont suffisantes pour dévier nos électrons qui ont des énergies jusqu'à 2 MeV, donc ça on verra un peu plus tard. Mais on va pouvoir continuer de faire quelques expériences. Alors déjà pour répondre à la première observation, à savoir que c'est contre-intuitif, mais j'ai moins de champ. Donc là je peux même vraiment mettre au milieu. Hein. J'ai moins de champ quand je suis vraiment pile au milieu de l'aimant. Et j'ai plus de champ quand je suis au niveau d'une extrémité. Alors là, on peut se dire, bon, bah, c'est bizarre, on s'est fait arnaquer, l'aimant n'est pas homogène. Non, en fait, c'est pas du tout ça. C'est que, tout simplement, il faut imaginer que l'air est un très 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 mauvais conducteur pour les lignes de champ. La rémanence BR qu'on a vue tout à l'heure sur l'écran avec 1300 millitesla, c'est en fait l'aimantation maximum que peut avoir l'aimant et qu'on pourrait mesurer à sa surface si on était dans un milieu, on va dire, en fer, voilà, pour simplifier. C'est-à-dire que si, à la place de l'air, ce serait qu'un noyau de fer et que j'aurais mis ma sonde sur la surface, là, je pourrais quasiment mesurer les 1300 millitesla comme promis. Donc l'air est un extrêmement mauvais conducteur pour les lignes de champ. Ce qui se passe, c'est que l'aimant, pour créer ces lignes de champ, ça va lui demander de l'énergie. En gros, on sait très bien que les lignes de champ doivent se diriger du pôle nord vers le pôle sud en faisant une boucle complète. Hein. Mais plus le chemin que vont emprunter dans l'air ces lignes de champ sont élevés, plus en fait il va falloir, on va dire, consommer de l'énergie pour créer cette ligne de champ. A l'inverse, si j'ai des dipôles magnétiques près de l'extrémité de l'aimant, vous voyez que le chemin pour aller du pôle nord au pôle sud, hein, qui est à l'extérieur, il est beaucoup plus court. Il y a à peu près, allez, à vol d'oiseau, il y a 2 cm à faire pour rejoindre le pôle nord au pôle sud. Donc intrinsèquement, l'aimant a plus de facilité à créer beaucoup plus de lignes de champ sur les bords. Mais à contrario, il y a moins de lignes de champ qui vont être créées au niveau du centre parce que le chemin emprunté est beaucoup plus long pour la boucle. Ça lui consomme beaucoup trop d'énergie. Voilà, c'est une vision très simpliste pour expliquer cette différence de champ, hein, donc peu de champ au milieu et beaucoup de champ à l'extérieur. Mais ces différences sont complètement gommées si on avait un entrefer, si on avait mis notre aimant dans une tubulure, dans un matériau conducteur de ces lignes de champ pour éviter toute résistance. Alors on peut faire une expérience pour prouver cela, c'est-à-dire que l'air est un très très mauvais conducteur de lignes de champ. Donc faisons une expérience. Donc là, on sait qu'à peu près au centre géométrique de l'aimant, on est à 198 millitesla. Très bien. Je vais utiliser un morceau de fer. Donc, par exemple, donc là, faire extrêmement attention quand on fait ce genre d'expérience. Ça, c'est un
un embout qu'on utilise pour, voilà, pour retirer des têtes de vis. Donc il est en fer. Et donc il est attiré par l'aimant. Donc là je vais poser ce morceau de fer sur l'aimant. Donc en prenant des précautions. C'est-à-dire je mets ma main pour, voilà, pour atténuer le choc. Et je vais voilà, le poser délicatement. Sans l'entrechoquer parce que les aimants néodymes sont extrêmement fragiles hein, en termes de choc. Hein. Le moindre choc ça fait des morceaux d'éclat. Voilà. Donc là je vais poser mon morceau de fer sur mon aimant, très bien, il est attiré, pas de problème. Et on peut faire donc notre expérience. Imaginons que je me mets sur la même hauteur, mais dans l'air. Donc, attends, je vais remettre au milieu quand c'était, on est à peu près 200 000 Tesla. Là, je suis dans l'air et je vois que je détecte quand même 77 milli-Tesla. Et si je décale ma sonde juste au-dessus de mon noyau de fer, vous voyez que là, on passe à 250 milli-Tesla. Et si je l'enlève, ou si je le décale, et je me mets quasiment au contact, je vais retrouver quasiment 200 000 Tesla, modulo les pertes qu'on a, parce que l'aimant crée beaucoup moins de lignes de champ ici, parce que son chemin à parcourir est trop long, donc il va en créer peu. Mais si on lui met un noyau de fer, les lignes de champ peuvent se propager d'autant plus facilement, et donc on détecte une intensité beaucoup plus élevée. Voilà, et donc dans l'air, on détecte quasiment plus rien. Donc vous voyez que l'air est un très mauvais conducteur de ces lignes de champ. Le fer, il est à peu près entre 1000 et 5000 fois plus conducteur de ces lignes. Mais il existe d'autres matériaux comme les aciers siliciés ou du mu-métal, hein, c'est quasiment du nickel à 70%. Là, on va avoir des résistances, des réluctances, on appelle ça des résistances très très faibles de l'ordre de 100 000 fois plus conducteurs que l'air. Voilà. Voilà une petite expérience sur les champs magnétiques. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est on n'aura pas de noyau de fer pour conduire nos lignes de champ. On n'aura pas de noyau. Nous, ce qui nous intéresse, c'est si on met notre aimant sous la chambre à brouillard, à une certaine distance de la surface active, quelle quantité de champ résiduel on va avoir. Par construction, la chambre à brouillard permet de mettre de tels aimants à peu près à 20 mm de distance. Voilà, donc il y a un peu de matériau à traverser. Mais on peut espérer effectivement avoir un champ de l'ordre de maximum 100 à 150 millitesla au maximum sur la surface active. Et on verra si ce champ est suffisant pour dévier nos particules. Donc on peut continuer les petites expérimentations. Donc, alors en faisant attention, parce que ça c'est vraiment chiant, je vais le déplacer en le mettant dans un endroit qui ne craint pas. Voilà. Donc là j'ai apporté un tout petit aimant en néodyme, mais vraiment minuscule. Donc on peut par curiosité mesurer son champ à la surface. On a quasiment la même valeur de champ hein, que le gros aimant. Mais la très grande différence, c'est que c'est la densité énergétique, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup moins d'intensité rémanente, on va dire. Pourquoi? Parce que si je m'éloigne de quelques centimètres, vous voyez qu'on ne détecte plus du tout de lignes de champ. Il n'y a pas assez d'intensité magnétique de rémanence, on va dire, pour créer un nombre de lignes de champ suffisant pour qu'elles soient détectables à quelques centimètres. Alors que tout à l'heure, hein, on a vu que quand on mettait notre gros aimant, si je suis à quelques centimètres de la surface, je détecte quand même encore 150 millitesla. Alors que là, je vais quasiment plus rien détecter. Donc là, quasiment plus rien détecter. On peut poursuivre l'expérience avec un aimant en ferrite, un aimant de frigo. Donc par curiosité, on peut voir que son champ au contact est à peu près de 20 millitesla. Alors, il faut vraiment pas bouger. Voilà. Allez, 40 millitesla, 30. Et que si j'éloigne ma sonde de cet aimant, je détecte absolument plus rien, donc 0. Alors que ici, avec un élément néodyme fer-bore, j'ai détecté quand même 2 millitesla pour la même distance relative. Donc voilà, la différence de puissance entre les aimants frités, enfin les aimants ferrites et les aimants néodyme fer-bore. Et donc on va pouvoir observer, la question est de savoir, dans la chambre à brouillard, qu'est-ce qu'on peut avoir comme champ. Donc il va falloir cartographier la surface active. Donc là on a inséré l'aimant sous la plaque active, et avec un jeu de cale, on va pouvoir le monter au plus près
de cette surface sensible, de manière à minimiser la perte de lignes de champ magnétique. Parce qu'on sait que plus on s'éloigne en termes de distance, et moins on a de lignes de champ. Ça varie quasiment en 1 sur r cube, avec r la distance d'éloignement. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, ça va être avec un papier millimétré et avec le teslamètre, de mesurer le champ que l'on dispose voilà, au niveau de la surface. Et donc par exemple, si je mets ma sonde ici, je vais avoir un champ résiduel d'une 124 millitesla, ce qui va être, on verra, tout à fait suffisant pour dévier des électrons de quelques centaines de keV. Donc là, on voit que le champ diminue à mesure que je m'éloigne de la projection de l'emplacement de l'aimant. Et donc on va donc pouvoir cartographier l'ensemble de la surface en mesurant sur chaque point l'intensité que l'on dispose. Donc là, on voit que là, on est en pôle sud, parce qu'on a le mot S qui s'est indiqué. Donc là, c'est un sud. Les lignes de champ se sont inversées, S6. Et donc, ça veut dire que maintenant, la force de Lorentz va s'appliquer dans un autre sens par rapport à la déviation des particules. Donc voilà ce qu'on peut avoir comme cartographie sur le champ magnétique sur la surface active. Donc on voit que les lignes de